Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Nocturne du Plan de Rome, bienvenue à ceux qui nous suivent également en direct sur Internet. Ce soir, c'est la nocturne invitée, la nocturne de prestige, et ce soir, nous avons Catherine Salle. Catherine Salle, qui était professeure à Nanterre, qui est l'auteur de nombreux livres. Vous avez vu les titres défiler dans le diaporama d'attente. On en a cité plusieurs. On en a cité plusieurs ici. Lorsqu'on avait fait la nocturne sur la bibliothèque, on avait cité Lire à Rome. Au début d'année, quand on a parlé de l'amour à Rome, on avait cité le livre de Catherine Salle sur l'amour au temps des Romains. On avait cité les bas-fonds de Pompéi. Il y a aussi eu le livre écrit avec Jean-Claude Golvin sur le palais des empereurs. Et puis, tout récemment, un très beau livre sur Néron. Néron, l'empereur des arts, c'est ça le sous-titre, hein, voilà, et qui vient tout juste de paraître. Donc ce soir, Catherine Salle va nous parler de cette fresque extraordinaire de la Villa des Mystères à Pompéi. Je lui laisse la parole tout de suite. Je vous remercie de m'accueillir dans cette magnifique université de Caen et dans cette belle salle de conférence où je suis d'ailleurs déjà venu une fois. Et je vais vous parler aujourd'hui de cette Villa des Mystères. Enfin, je vous expliquerai pourquoi elle s'appelle la Villa des Mystères, qui se trouve à Pompéi. Alors, si vous êtes allé à Pompéi, est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va, bon. Si vous êtes allé à Pompéi, j'espère que vous avez pu aller jusqu'à la Villa des Mystères. Elle ne se trouve pas à l'intérieur de Pompéi, elle se trouve au nord de Pompéi. Mais la voilà, vous voyez que c'est une très belle demeure aristocratique, probablement de propriétaires terriens, qui avaient autour probablement des domaines agricoles. Et dans cette villa très importante, on a découvert en 1910 une salle contenant une fresque tout à fait extraordinaire. Et cette fresque, alors je crois qu'il faut que j'appuie, on m'a dit, voilà. Alors ça, c'est le plan de la fresque. La salle n'est pas très grande, elle mesure 9 mètres sur 6 mètres, c'est une petite salle. Mais vous voyez, tout autour, vous avez des personnages qui se livrent à différentes activités, dont je vais reparler tout à l'heure. Et cette fresque, ce décor peint, doit dater des années 60 avant Jésus-Christ. C'est bien antérieur à l'éruption du Vésuve. Et ces propriétaires qui possédaient cette demeure avaient été certainement d'abord riches, il n'y a pas de doute, vu la villa, et d'autre part avaient des préoccupations à la fois culturelles et spirituelle. Et cette fresque, bien, je vais revenir sur tous ces personnages que vous voyez tout autour. Nous partons, je ne sais pas, on m'entend toujours, oui. On entre dans la pièce par là, je crois que oui, j'aurais dû mieux faire, enfin je ne sais pas. On m'a dit pour montrer, c'était plutôt là, oui, voilà. On rentre là dans la pièce et on a donc des personnages tout autour qui se suivent et dont les activités ne sont pas toujours très compréhensibles. On a 29 personnages en tout, de taille humaine, ils sont à la taille réelle, quoi. Et on a des femmes, surtout des femmes, d'âges différents. On a des personnages mythologiques, un certain nombre de personnages mythologiques. Il n'y a pas d'hommes dans cette représentation de la fresque de la Villa des Mystères. Et on a des divinités mythologiques qui sont des silènes, je vous en reparlerai tout à l'heure. Il y a des satyres, il y a ce qu'on appelle des panisques, c'est-à-dire des petits ponts. Il y a une démone ailée, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Il y a des petits amours qui sont là, donc toute une série de personnages mythologiques. Et on a tout autour de là, dans les différentes scènes qui se succèdent les unes après les autres, on a des objets cultuels. On a en particulier le thyrse. Alors le thyrse, c'est, vous le voyez, il est là, il est par là aussi. C'est un long bâton surmonté généralement d'une pomme de pin
et qui servait qui était l'attribut, si l'on peut dire, de Dionysos. On a un masque qui est là, sur lequel je reviendrai aussi. On a ce qu'on appelle un vant, V-A-N, c'est-à-dire un panier en osier qui qui renferme généralement un phallus. On a des coffres, on a des plateaux, on a donc un certain nombre d'objets dont il faut essayer de deviner l'utilisation et la présence. On a aussi beaucoup de plantes. Vous verrez que la plupart des personnages ont des couronnes de plantes sur la tête et on a différentes plantes. On a la vigne et le lierre qui sont les plantes dédiées à Dionysos, mais on a aussi du laurier, alors ça c'est plutôt Apollon, on a du myrte, et ça c'est plutôt Vénus, donc les plantes ne sont pas suffisantes pour indiquer à qui est dédiée la salle. On a aussi des couleurs. Vous verrez que ces couleurs, ce sont essentiellement le jaune et le violet, le pourpre violet. Ce sont probablement des couleurs sacerdotales. Le fond est rouge, le fond est rouge pompéien. On a aussi beaucoup d'instruments de musique. On a ici une lyre, on a ici... on a, oui, là, effectivement, un joueur de flûte. On a d'autres instruments de musique qui apparaissent tout autour. Et ces instruments de musique font partie généralement du culte rendu à Dionysos. Il y a beaucoup d'objets qui sont suggérés. Vous verrez que la plupart du temps, quand vous avez une scène où devrait apparaître un objet de façon très réelle, en fait, il est simplement suggéré. Il n'est jamais représenté directement, ce qui vient probablement d'un interdit religieux. On n'a pas le droit de représenter tel ou tel objet. Bon, le personnage principal est une femme que vous voyez ici, et si on lit la fresque dans ce sens-là, c'est le sens que je vais adopter, on voit toutes les épreuves que subit cette femme avant d'être initiée au culte de Dionysos. Et ce qui est important, c'est la scène que vous avez là. Alors je vais tâcher d'y passer, je ne sais plus très bien ce qu'il faut que je fasse. Voilà, alors ça, vous ne voyez qu'un mur et le fond, mais ce sur le quoi je veux insister, c'est cette scène qui est ici, qui est évidemment abîmée, puisqu'on n'a pas toute la scène. On a évidemment Dionysos. Ça, c'est Dionysos qui est là, on le reconnaît. Et Dionysos alors je vous dis trois mots, enfin très rapidement, ce qu'est Dionysos dans le monde religieux antique. C'est le fils de Zeus, Jupiter, et de la reine Sémélé, qui était la femme du roi de Thèbes. Or, Sémélé était très, très fière d'avoir comme amant Zeus, le roi des dieux. Et elle lui a demandé de lui apparaître dans toute sa gloire. Et Zeus est apparu avec sa foudre, bien entendu, puisque c'était son attribut essentiel. Et Sémélé a été foudroyée. Donc elle est morte à ce moment-là, elle a été foudroyée. Et l'enfant est cousu dans la cuisse de Jupiter jusqu'à sa naissance, d'où l'expression naître de la cuisse de Jupiter. C'est Dionysos qui est né de la cuisse de Jupiter. Et ensuite, alors je ne rentre pas dans tous les détails de la vie et des malheurs, parce qu'il a eu beaucoup de malheurs de Dionysos, mais en particulier, il a découvert la vigne et c'est lui qui a appris aux hommes à faire le vin. Donc c'est un dieu du vin par excellence. Il a autour de lui une thiase. Alors une thiase, c'est T-H-I-A-S-E. Une thiase, c'est un cortège. Alors un cortège de personnages mi-humains, mi-animaux, qui sont les Silènes, les Bacchantes, les Ménades, les Pans, enfin tous ces personnages mythologiques. Et dans sa longue traversée de la Méditerranée, il va arriver dans l'île de Naxos, où se trouve Ariane, qui a été abandonnée par Thésée. Alors, je vous rappelle, Thésée a tué le Minotaure en Crète. C'est Ariane qui lui a permis d'atteindre le Minotaure grâce à sa pelote de fil qui lui a permis de revenir. Alors, il avait promis à Ariane qu'il l'épousait.
il l'a amené avec lui, mais il l'a abandonné sur l'île de Naxos. Et Ariane est seule, et donc Dionysos va arriver là et va en faire sa femme. Et à ce moment-là, Ariane est tout à fait liée au culte de Dionysos. Et bon, après de multiples aventures, Dionysos pourra enfin rejoindre les dieux olympiens. Il va rejoindre tous les autres dieux olympiens. Alors, Dionysos est un dieu de l'ivresse, ça c'est vrai, par le vin. Mais c'est aussi un dieu de l'ivresse mystique, de l'enthousiasme mystique. Et c'est ce qui va surtout apparaître dans cette fresque de la Villa des Mystères. Il y a un culte qui est très important, dont l'acte essentiel sont les bacchanales. Les bacchanales qui sont des fêtes très débridées, où l'on danse, on chante, on s'enivre. Et il y a eu à Rome, en 186 avant Jésus-Christ, donc un célèbre affaire des bacchanales, où les bacchantes ont été dénoncés à l'État comme étant opposés à l'ordre romain. Il va y avoir un règlement, on va exécuter je ne sais pas combien de dizaines de bacchantes à ce moment-là à Rome, et puis on va faire une réglementation très sévère du culte de Bacchus. Et ce qui est intéressant, c'est que là, un siècle après, théoriquement, on ne peut pas faire le culte de Bacchus. Alors on voit qu'à Pompéi, et puis il y a les mystères de Bacchus. Alors les mystères, c'est une forme très intéressante de religion personnelle dans le monde antique, puisque ça vient d'une décision, une décision prise par un individu particulier qui va se dévouer au Dieu qu'il a choisi, qui va suivre un certain nombre d'épreuves pour enfin être uni à ce Dieu. Et bien sûr, l'intimité avec le divin est une forme très importante du culte dans l'Antiquité. Je crois que vous avez eu une conférence sur Mitra, et bien avec Mitra, vous avez la même chose. Alors, dans la scène centrale que vous avez là, la scène centrale de la pièce, vous voyez, ça c'est Dionysos. Il n'y a pas de doute, c'est Dionysos. Il est à moitié allongé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a qu'une sandale. L'autre sandale, elle est là. Il a un pied nu et une sandale. Alors, généralement, cela veut dire que c'est un signe de l'ivresse. Mais dans le cas particulier, c'est certainement un signe de l'ivresse amoureuse. Parce que Dionysos, il a son thyrse, là vous voyez, son bâton, là il est là, et il est allongé en position de grand abandon sur les genoux d'une femme. Alors, qui est cette femme? Est-ce que c'est Sémélé, sa mère? Est-ce que c'est Ariane, son épouse? Ou est-ce une autre divinité, comme par exemple Aphrodite? On ne sait pas. Et cette femme est sur un trône. On la voit, même si on ne la voit pas beaucoup, la femme, on voit bien qu'elle est assise sur un trône. Donc là, nous avons une évocation de l'Olympe. En fait, c'est le trône olympien. Alors, tout doit se faire en fonction de cette scène centrale, même si elle est pour nous assez abîmée. Alors, cette frise, elle est certainement à caractère dionysiaque. Ça, quand même, la présence de Dionysos au centre de la pièce indique bien que c'est ce qui est important. Mais, quelle est sa signification? Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dois vous dire qu'il y a eu des dizaines d'interprétations différentes de cette fresque. L'archéologue italien Maiuri, qui avait assisté à la découverte de la villa, a été persuadé que cette scène était l'évocation de mystère. Et c'est pour ça que la villa s'appelle la Villa des Mystères. Mais ce n'est pas sûr, parce que, bon, on peut effectivement comprendre qu'il s'agit d'une initiation d'une femme que nous allons voir tout à l'heure au mystère dionysiaque. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il y a d'autres interprétations. Par exemple, pour Paul Veyne, qui a fait une étude très poussée de cette fresque, il s'agit d'une scène beaucoup plus banale, tout simplement une scène de gynécée, où on assiste au mariage de la maîtresse de maison. Et tout ça, c'est l'évocation
d'un matin de noces, tout simplement, que nous avons là. Une autre interprétation est celle de Gilles Sauron, qui s'est aussi beaucoup intéressé au sujet et qui a fait beaucoup de comparaisons avec d'autres représentations iconographiques. Et pour lui, il s'agit en fait de la maîtresse de maison qui revit les expériences de Sémélé et de Dionysos à travers différents épisodes. Donc, je ne vais pas trancher, je vais suivre l'ensemble des scènes, tout en, bien sûr, en vous précisant que je ne suis pas sûr du tout de l'interprétation que j'en donne. Mais c'est le cas pour la plupart des gens qui ont parlé de cette fameuse fresque des mystères. Pardon. Alors, on va passer à la suivante. Non, il faut que je revienne. Là voilà la scène, encore plus, vous voyez, la sandale de Dionysos, elle est là, la sandale de Dionysos. Il a un pied nu. Et puis le reste, il y a le Thyrse, on reconnaît très bien le Thyrse. La femme, c'est qui on veut. Alors, je vais reprendre, voilà. Alors, voilà la première vue, c'est la maîtresse de maison, c'est ce qu'on appelle la domina. La domina, elle est en position méditative et elle est assise. Alors, est-ce qu'elle est assise sur un fauteuil ou sur un lit? Parce que c'est peut-être un lit que nous avons là, hein, ce qui correspondrait à l'interprétation de Paul Veyne, c'est-à-dire d'une scène de mariage. Et elle a donc ce jaune et ce violet qui vont la caractériser pendant toute la suite d'images. Elle est très méditative, elle est très, très solennelle, ça c'est certain. Et alors, vous voyez ici, il y a quelque chose, on a dit, oh, ben c'est le contrat de mariage qui est là. Pas du tout. Nous avons un coffret, on voit bien le coffret, vous voyez, là et là. Coffret ouvert. Mais ce qu'il y a dans le coffret, on ne le sait pas, parce que vous avez un voile vert qui est posé dessus. On a pensé que c'était les livres de l'au-delà, que l'on utilisait pour les initiations, mais on n'en est pas sûr du tout. Alors la suivante, voilà. Alors voilà notre domina qui s'avance vers toutes les épreuves qu'elle va subir. On retrouve son vêtement, bien sûr. On a cette expression très réfléchie. Elle est belle. Hein. Alors, je vais vous faire remarquer qu'elle est très brune, hein, cette domina. Parce que vous allez voir, à la fin, elle sera blonde. Hein, il va y avoir une métamorphose de la couleur de ses cheveux. Et elle arrive, voilà, elle arrive alors qu'il y a un enfant qui lit quelque chose. Alors, cet enfant, je vous mets au défi de me dire si c'est un garçon ou une fille. On ne peut pas le voir. On ne sait pas. Il est nu, certainement il est nu. Pour beaucoup, c'est un garçon. Pour moi, ça serait plutôt une petite fille, mais enfin, bon, je n'en sais absolument rien. Alors, cet enfant porte des bottes. Vous le voyez, ce sont les bottes que portait Dionysos dans beaucoup de ses représentations. Et il lit un texte. Alors, ce texte, est-ce que c'est le rituel de l'initiation? C'est possible. Et il a derrière lui une femme, et vous voyez la femme, on le distingue difficilement, elle a ce qu'on appelle un calame, pardon, c'est un bâton qui sert à écrire, et elle est en train de souligner ce que l'enfant doit lire. Ensuite, vous avez une femme qui arrive avec un plateau. Alors cette femme, curieusement, vous le voyez, elle est enceinte. Elle est enceinte, vous voyez là, très nettement, enfin, est-elle enceinte ou autre chose, mais enfin, elle a un ventre très rebondi. Et elle porte un plateau sur lequel il y a des tranches. Vous voyez, on voit comme des tranches. Probablement, ce sont des tranches d'un gâteau sacré. Et sur ces tranches du gâteau sacré, il y a une branche de feuilles. Et elle porte une couronne de fleurs d'olivier, de feuilles, pardon, d'olivier. Donc, Olivier, c'est plutôt Apollon que Dionysos. Bon, elle est déjà à moitié nue, hein, on voit, elle est peu habillée par rapport à celle que nous avions auparavant. Et puis, nous arrivons à la scène centrale. C'est une scène, là aussi, on nous montre quelque chose sans nous dire de quoi il s'agit, vous le voyez bien. Hein, il n'est pas tellement facile de voir ce qu'elles sont en train de faire, ces femmes. Alors, est-ce que c'est au centre de dos,
est-ce que c'est encore la maîtresse de maison? La domina, on retrouve quand même les couleurs de la domina, le jaune et le violet. Mais elle n'a plus la même coiffe sur la tête. Et elle est en train de dévoiler ce qu'on appelle une cyste, c'est-à-dire une corbeille sacrée. Elle est en train d'enlever, mais on ne voit pas ce qu'il y a dans la corbeille sacrée. On ne verra pas. Et à côté d'elle, vous avez qui est une servante ou une autre femme qui lui apporte cette cyste. Mais là, comme vous le voyez, c'est vraiment ce qui est caractéristique de cette fresque de la Villa des Mystères, c'est qu'on nous montre des choses, mais on ne nous montre pas tout. Donc il n'est pas tellement possible de savoir de quoi il est question. C'est tout à fait le cas ici. Oui, alors là, vous avez la même scène, là voilà la scène, toujours je vous dis ce jaune, ce safran et ce violet, et vous avez une autre servante qui est en train de verser de l'eau sur une branche que tient la femme. Et cette femme, c'est probablement cette branche qui est là-dedans qu'on voit mal, mais enfin elle est là-dedans. C'est probablement une branche de myrte, et d'ailleurs la femme est couronnée de myrte. Là aussi, je ne sais plus quel archéologue a fait des études très savantes pour déterminer quelle était la nature des feuilles que l'on voyait, et ça, ce sont les feuilles de myrte. Curieusement, vous voyez, elle porte dans son vêtement un rouleau, un papyrus. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Alors, vous avez ensuite le premier personnage mythologique, c'est un Silène. Un Silène qui fait partie du cortège habituel de Dionysos. Il est reconnaissable, pourquoi? On voit parce qu'il a les oreilles en pointe. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ses oreilles sont en pointe, là, et c'est le Silène qui est comme ça. Il a son gros ventre aussi, le Silène a toujours un gros ventre, et puis il a une couronne de myrte sur la tête. Le myrte, c'est plutôt Vénus. Vous voyez, on a des tas de plantes différentes, donc chacune est dédiée à un dieu différent. Donc ce n'est pas facile aussi de savoir pourquoi il y a telle ou telle plante. Alors, il joue de la lyre, là vous le voyez, il joue de la lyre, c'est-à-dire que ça fait allusion à l'harmonie cosmique. Chaque fois qu'il y a ces instruments de musique, c'est parce qu'il est question évidemment de cette harmonie cosmique qui fait partie du culte rendu à Dionysos en fait. Alors après, je ne sais pas, oui on les voit mieux là. Vous avez, alors on les appelle des panisques. Des panisques, c'est-à-dire des petits pans. Des petits dieux pans. Ils ont aussi les oreilles pointues. C'est pas du tout simplement un berger, une bergère, comme on dit. Ce sont vraiment des panisques. Alors, c'est aussi assez curieux. Ça, on n'a jamais beaucoup expliqué la présence de ces panisques qui sont là. Il y en a un, ils font partie, dans la mythologie, du cortège de Dionysos. Mais l'un joue de la flûte de Pan. On voit mal, mais il a autour des épaules une peau de loup. Et l'autre, qui est une panisque, elle est féminine, elle est en train d'allaiter un chevreau. Et on pense que ceci fait allusion à l'amour universel dans la création, qui est l'œuvre de Dionysos. Et puis vous avez un autre chevreau. Alors c'est la scène la moins interprétée de tous les commentateurs de la fresque, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils font là. Bon, ils font partie des personnages mythologiques du cortège de Dionysos. On comprend, oui, éventuellement la musique. Il y a la musique pour les deux. C'est l'harmonie, certainement. C'est l'harmonie universelle. Et on arrive à cette femme extraordinaire, la voilà, qui est probablement toujours la domina. Mais la domina, entre-temps, elle s'est déshabillée. Elle n'est plus aussi habillée qu'elle l'était. Qu'elle l'était dans les scènes précédentes. Et, excusez-moi. Bon, on ne retrouve plus le violet et le jaune qui étaient ses caractéristiques dans les scènes précédentes. Là, elle est beaucoup moins vêtue que dans les scènes précédentes, et surtout, elle est effrayée. Elle est très effrayée. En effet, elle recule vers le groupe précédent, mais en même temps, avec sa main gauche, elle essaie d'écarter quelque chose qu'elle voit.
Et là, évidemment, nous sommes dans le sens même des mystères, puisque dans les mystères, il faut passer par différentes étapes, dont la crainte, dont l'effroi. Et on peut penser que c'est ça. Et alors, de quoi est-elle effrayée, cette femme? Vraiment, on voit qu'elle a peur de quelque chose. La voilà plus belle. Vous voyez, regardez comme elle est belle. Elle a une tête extraordinaire. Et alors, la scène suivante, où j'avais pas de gros plan, je crois, de la scène suivante. Si, la voilà. Alors, sur le mur qui est perpendiculaire, on voit qu'il y a un masque assez terrifiant. Alors, est-ce que la femme en question, elle a peur? Alors là aussi, vous voyez, son voile est noir. Elle n'avait pas de voile noir dans les scènes précédentes, mais violet foncé. Et on pense qu'elle est effrayée, mais ça, l'effroi fait partie des cérémonies d'initiation. Il faut que la future initiée passe par différentes étapes, dont l'effroi, à la révélation des mystères qu'elle voudrait connaître, et probablement c'est ça. Et alors, voilà ce qui lui fait peur. Est-ce que c'est ce masque? Alors le masque fait partie des attributs essentiels de Dionysos. Hein, ça, il est assez terrifiant, ce masque. Mais la scène peut être interprétée de différentes façons. Nous avons en effet un silène, de nouveau, qui est là. Ce silène, il est couronné de lierre, lui. Hein, c'est encore une autre plante que nous avons là. Et il est en train de faire boire ou de tendre à un jeune... excusez-moi, un jeune satyre. Ce jeune satyre, lui aussi, il a les oreilles pointues. Hein. Il est en train sans doute, de tendre à un jeune satyre un bol rempli probablement de vin, puisque nous sommes quand même dans le cadre de Dionysos. Mais il y a une autre interprétation. Vous voyez un autre satyre derrière qui tend ce masque. Or, ce masque se reflète obligatoirement dans le bol. Donc, le satyre qui est là a peur de ça. Et il est probable que la femme a peur aussi de ça. Bon, c'est une interprétation. D'autres disent c'est bon, c'est pas. Mais nous sommes quand même en ligne droite. Regardez, le masque et le bol de vin, très probablement, quand même, sont dans la ligne l'un de l'autre. Hein. Et on sait que dans l'Antiquité, il y avait une forme de divination qui se faisait comme ça, où on projetait dans un bol de liquide un masque ou un autre personnage, et ça prédisait l'avenir, en fait. Alors, il y a là quelque chose de rose, on ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est un vase? Est-ce que c'est un pot? On ne sait pas très bien. Mais on peut penser que la femme a peur, en tout cas, du masque. Peut-être, bon, est-ce qu'elle voit les personnages que nous avons là? C'est pas sûr, mais elle a peur du masque. Ben voilà, c'est encore plus visible là. Vous voyez ce masque et qui est bien dans la ligne droite du bol. C'était une forme connue de divination, ça. Donc c'est peut-être ça. Et on voit que le silène est en train de regarder la femme pour lui montrer que là, il y a quelque chose qui est important. Mais qu'est-ce qui est important? Nous ne le savons pas. Alors nous arrivons donc à Dionysos et la femme qui est sur les genoux desquels il se trouve. Il est magnifique, ce Dionysos. Il est complètement ivre d'amour. Hein. Là, il n'est pas ivre de vin, mais ivre d'amour. Et la femme derrière, qui peut être soit Sémélé, soit Ariane. Ah ben voilà, le garçon, il a peur, hein, le petit satyre, il a peur. Vous voyez ses oreilles pointues, là, c'est ce qui montre que c'est un satyre. Alors, voilà, le masque, il est quand même assez terrifiant. Mais le masque du théâtre fait partie du culte de Dionysos. N'oubliez pas que c'est Dionysos quand même qui a créé le théâtre. Enfin, c'est à Dionysos qu'on attribue la création du théâtre en Grèce, à Athènes en particulier. Voilà. Alors, à côté de Dionysos, vous avez des groupes. Alors là aussi, la peinture est quand même très abîmée. Alors là, il y a deux femmes. Hein, on ne les voit pas bien. Il y a deux femmes qui portent un plateau avec des couronnes, des rameaux de pin. Là, nous sommes avec du pin, une nouvelle plante. Là aussi, impossible de savoir pourquoi il y a ces plantes. Et ces deux femmes
font un mouvement de retrait. Ça, on voit malgré tout que leurs coudes sont en train de se reculer vers l'arrière. Et puis, on a cette femme qui est là à genoux, qui s'apprête à dévoiler le vent. Voilà le vent, ça c'est le vent sacré, c'est le vent mystique, pardon. Et à l'intérieur du vent, il y a le phallus, mais que l'on ne voit pas. On devine sa forme, mais on ne le voit pas. Et ça, c'est quand même l'acte essentiel de la révélation des mystères. C'est la révélation de ce phallus. Et à côté, on a cette démone que moi je trouve extraordinaire, qui est une démone ailée, avec des grandes ailes noires, vous voyez. Elle a elle aussi du mauve, du violet, du jaune et tout. Elle est bottée. Et donc, elle est représentée comme une chasseresse. Elle a ses bottes, elle a sa jupe courte, elle a ses bras nus. Elle est vraiment en chasseresse. Et que fait-elle? Elle incarne probablement la colère divine. La colère divine qui va poursuivre ceux qui voudraient révéler le contenu de ces mystères. C'est pour ça que tout est caché, en fait. Parce que si on révèle le contenu de ces mystères, on devient impie. Et donc, de sa main gauche, elle interdit de regarder, de sa main gauche, elle brandit un fouet pour punir les impies, et de sa main droite, elle interdit de regarder, en fait. Elle s'adresse, en fait, probablement aux femmes qui sont derrière elle. Hein, que font ces femmes, on ne sait pas, mais elle leur interdit de dévoiler ce qu'elles ont vu dans le vent, c'est-à-dire le phallus du Dieu. Ensuite, alors là, nous sommes de plus en plus dans le malheur, dans la tristesse des mystères. Voilà sans doute notre domina, c'est toujours la domina qui est là. Elle est effondrée. Elle n'a plus de vêtements, pour ainsi dire. Elle est complètement... je crois que j'ai une... Voilà sa tête, vous voyez. Elle est complètement à la fois douloureuse et effrayée et triste, enfin il y a tout. Et dernière scène, là voilà, notre domina, si on pense que c'est toujours la domina, elle est complètement nue, elle est dans la nudité de la nouvelle naissance, elle renaît parce qu'elle a été initiée au mystère de Dionysos, donc pour elle, c'est une nouvelle naissance, et elle danse avec des cymbales, vous voyez ici qu'elle a là, et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à elle. Elle a été initiée, elle fait partie maintenant des fidèles de Dionysos, et alors par derrière, on a une femme en rouge, enfin la couleur n'est pas très juste, elle est plutôt en rouge, celle qui est derrière, qui tient un tirse, vous voyez, et d'après Paul Veyne, elle serait en train de chanter. Moi je ne sais pas, mais elle serait en train de chanter parce que elle évoque, elle chante, les mérites du Dieu ou de Dionysos. Donc, vous avez vu toutes ces scènes les unes après les autres. On a eu l'effroi, on a eu d'abord la sérénité de la maîtresse de maison, on a eu l'effroi, on a eu la peur, on a eu l'effondrement, et maintenant on a la nouvelle naissance. Donc c'est pour ça que je pense quand même qu'il s'agit d'une scène d'initiation, parce que nous sommes vraiment dans le cas d'une transformation par la religion, quoi, par ce culte de Bacchus qui va amener cette femme qui à l'origine n'était qu'une seule domina propriétaire de la maison probablement à la grande initiée des mystères de Dionysos. Et voilà, voilà maintenant la dernière scène, c'est le mariage. Le mariage, bien sûr, avec le Dieu, puisque cette union avec le Dieu est ce que recherche la future initiée. Alors là, nous sommes dans des scènes beaucoup plus souriantes. On a un petit amour qui tient un miroir, là vous le voyez, et on a ce qu'on appelle une ornatrix à Rome, c'est-à-dire une coiffeuse, qui est en train de séparer les cheveux de la femme. C'était la coiffure rituelle de la mariée à Rome. Hein. On séparait ses cheveux en différentes mèches, et là on voit bien que c'est ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, remarquez, notre mariée est devenue blonde.
Hein. Là aussi, cette nouvelle naissance se traduit par une nouvelle couleur de cheveux, en quelque sorte. Et on a, il y avait un autre amour qui était là. Il y en a un qui est, oui, enfin pour les petits amours, il y en a deux et qui sont là. Et voilà donc probablement l'apothéose de cette initiation, ce nouveau mariage, qui est un mariage avec un dieu, avec Dionysos. Et ces différentes figures de la femme, bon, c'est une interprétation, hein, je ne dis pas que ce soit la seule possible, mais c'est une interprétation où l'on voit effectivement comment cette future initiée passe par des étapes très pénibles pour elle, puisqu'on a cette scène-là hein, qui est quand même assez pénible, puis après on a oui, là voilà, on a la scène, et tout cela, parce qu'une initiation n'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment passer par différentes étapes qui sont des étapes de la connaissance du Dieu, mais ces étapes se poursuivent probablement à travers des épreuves physiques. Il y a des épreuves physiques dans l'initiation. Hein, et là, on voit bien qu'il y a ces épreuves physiques. Et donc, je pense que c'est ça. Et vous voyez que l'on a dans cette femme, si on pense que c'est la maîtresse de maison que l'on voit tout au long de cette fresque, on voit toutes les façons dont elle est représentée, et vous voyez d'ailleurs, entre parenthèses, le grand art du peintre qui a écrit cela, parce qu'on a tous ces visages féminins qui sont tous plus beaux les uns que les autres, que ce soit le visage du contentement de soi qu'on avait au début, et puis l'effroi, et puis la douleur, la souffrance, et enfin l'apothéose à la fin. Et je voudrais vous lire un texte, bon, c'est pas sur l'initiation au culte de... Alors, il faudrait que je le retrouve. C'est un texte qui est emprunté aux Métamorphoses d'Apulée, donc grand auteur romain du IIe siècle, et où on a un personnage, bon, c'est un roman extraordinaire, hein, les Métamorphoses. Si vous n'avez pas lu les Métamorphoses d'Apulée, lisez-les, c'est très amusant. Bon, c'est un personnage qui a été transformé en âne, et grâce à son initiation au culte d'Isis, il va retrouver forme humaine, bien sûr, et il va surtout être un dévot d'Isis. Et voici ce que lui dit Isis, mais par-dessus tout, souviens-toi et garde toujours gravé au fond de ton cœur que toute ta carrière, jusqu'au terme de ta vie et jusqu'à ton dernier soupir, m'est engagée. Et c'est justice qu'à celle dont le bienfait t'aura rendu ta place parmi les hommes, tu doives tout ce qui te reste à vivre. Tu vivras d'ailleurs heureux, tu vivras plein de gloire, sous ma protection, et quand ta course terrestre achevée, tu seras descendu aux enfers. Là encore, dans cet hémisphère souterrain, moi que tu vois ici, tu me retrouveras brillant parmi les ténèbres et de l'Achéron et régnant sur les demeures profondes du Styx. Toi-même, habitant les Champs-Élysées, tu rendras un hommage assidu à ma divinité propice, et si par hasard, par une obéissance scrupuleuse, une pieuse attention à mon service, une pureté persévérante, tu te rends digne de ma protection divine, tu sauras que seul j'ai pouvoir de prolonger aussi ta vie au-delà des limites fixées par ton destin. Et toutes les épreuves que tu as essuyées, secouées par les rudes assauts de la fortune et les plus violentes tempêtes, te voilà enfin parvenu, Lucius est un personnage de Métamorphose, au port du repos et à l'autel de la miséricorde. Et je trouve que ce texte s'applique très bien à ce que nous avons vu dans ces vues, où l'on voit ce personnage qui cherche en fait la béatitude auprès d'un Dieu qu'elle reconnaît comme étant unique en fait. Nous sommes quand même dans le monothéisme là, plus ou moins. Et voilà cette fresque de la Villa des Mystères. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Je vous dirais mystère, hein, parce que qu'est-ce que c'est que cette fresque ? Vous pouvez lui donner toutes les interprétations que vous voulez. Je vous ai dit qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines. Je vous ai cité celle de Veyne et celle de Sauron, mais il y en a beaucoup d'autres. Et elles sont
tout aussi d'ailleurs légitimes, hein. Je ne les condamne absolument pas. J'ai voulu simplifier les choses en suivant les représentations les unes après les autres pour montrer que nous avions quand même un parcours là, un parcours initiatique où on voit une femme, la propriétaire probablement de la maison, qui devient comment peut-on dire, une adepte et une fidèle de Dionysos, des cultes dionysiaques, des mystères dionysiaques. Mais c'est encore un mystère et je ne prétends pas du tout résoudre ce mystère. Alors je vais vous laisser peut-être poser des questions maintenant, parce que vous avez vu... Oui, vous avez vu toutes ces belles... Bon, j'aurais voulu insister quand même sur l'art du peintre, parce qu'il est quand même très extraordinaire, ce peintre qui a représenté ces séries de scènes très énigmatiques, il faut bien le dire, hein, quand même, et où l'on voit tous les sentiments humains qui apparaissent, mais ces sentiments humains mélangés à des représentations divines. Et il ne faut pas oublier que quand même le centre de la pièce, c'est bien Dionysos sur les genoux d'une femme, sa mère ou son épouse. Alors, je vous écoute maintenant parce que je pense que vous avez peut-être des questions à me poser. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour cette belle initiation au mystère de la Villa des Mystères. Voilà. Donc maintenant, écoutez, la parole est à vous. Alors j'en profite le temps que vous préparez vos questions, le temps aussi que les deux porteurs de micros se tiennent prêts, pour vous dire que la prochaine nocturne, ce sera le 1er avril, ce n'est pas une plaisanterie, ce sera le 1er avril, et elle portera sur les marchés de Trajan. Voilà, maintenant je vous laisse poser les questions à Catherine. Oui, bonjour madame, monsieur, je suis là. Oui. Pouvez-vous nous dire quand cette villa a été mise au jour, nous parler un peu de l'historique des fouilles? Quand est-ce que la villa a été mise au jour? Quel est l'historique des jours? Elle a été mise vers 1910. Et Mayuri l'a vu à ce moment-là. Et c'est lui qui a donné ce nom de Villa des Mystères. Parce qu'il pensait que c'était un mystère qu'on voyait là. Donc, bon, c'est le moment des grandes fouilles à Pompéi. Et c'est au début du XXe siècle qu'elle a été trouvée. Elle n'est pas dans Pompéi même. Donc, il a fallu un certain temps pour la trouver. Oui, je faisais une réflexion en regardant ces tableaux. On a des historiens, on a des journalistes maintenant, pour employer le mot qui correspond à ma question. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des narrateurs de ceux qui créaient ces œuvres-là? Est-ce qu'il y avait un reportage d'époque, en quelque sorte, qui a pu retrouver après dans des documents écrits plus ou moins complets? Est-ce qu'il y avait une histoire de l'art correspondante à... C'est quand même des créations importantes qu'on voit maintenant. Est-ce qu'on peut penser qu'à l'époque, quelqu'un quand même avait consigné une œuvre nouvelle qui était créée par quelqu'un à telle époque? Alors oui, on a des historiens de l'art. Hein. Oui, je ne suis pas historienne de l'art. Pline l'Ancien est un exemple d'historien de l'art. Et on a aussi une pratique que l'on connaît dans l'Antiquité, qu'on appelle l'ekphrasis, qui consiste à décrire une œuvre, une peinture, une sculpture, et la décrire en détail comme on ferait un reportage, comme on ferait un compte-rendu artistique aujourd'hui sur un tableau. Par les anciens. Enfin, bon. Donc cette œuvre qui nous paraît importante, que vous présentez en détail, n'a pas fait l'objet, en l'occurrence, de quelque chose qu'on aurait pu retrouver dans des documents. Mais on peut penser que si c'était vraiment une scène d'initiation, le salon en question était fermé au public. Hein. Les gens ne pouvaient pas rentrer là-dedans. La maîtresse de maison, si elle avait été initiée, ne voulait pas que l'on voie ce qu'elle montre. Et encore, elle n'en montre qu'une partie, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées. Non, ça, personne n'en a parlé. Il faut penser aussi qu'un dans le grand naufrage de toutes les œuvres de l'Antiquité, on n'a gardé qu'une toute petite partie. Il y a des monuments de Rome que l'on connaît très bien, qui ne sont pas cités une seule fois, Exactement. dans toute la littérature qui nous a été conservée. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé, c'est parce que tous les textes qui en avaient parlé nous ont été perdus. Exactement. Je ne pense pas que les habitants de Pompéi devaient pouvoir avoir accès à ce grand salon. Bien, merci. Alors, je vous remercie de votre Merci attention. à vous, Catherine. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas du tout éclairci, je pense,
le mystère de cette fresque. Je voulais simplement vous prévenir, mais vous savez sans doute, qu'il va y avoir à Paris, je crois que c'est, bon, si les musées ne sont pas fermés pour cause de corona, machin chose, il va y avoir une belle exposition, je crois à la fin du mois de mars jusqu'au mois de juillet, sur les dernières découvertes de Pompéi. Vous savez, on a fouillé tout le nord, dans le nord de Pompéi, il y a plusieurs villas qui ont été découvertes, et on va pouvoir voir à Paris le résultat de ces découvertes. Et en particulier, moi j'attends beaucoup de ça, il y a une magnifique mosaïque de sol avec une divinité qui a la forme d'une libellule. Alors je n'ai jamais entendu parler de libellule dans la mythologie gréco-romaine. Alors j'attends beaucoup de voir cette libellule qui occupe tout un sol. Alors si vous allez à Paris, si les musées ne sont pas fermés, allez voir cette exposition. Merci Catherine et merci à vous tous. Et si vous le voulez bien, rendez-vous au 1er avril pour les marchés de Trajan. Vous verrez que c'est un monument très étonnant aussi.